Bonjour, alors vous êtes Perrine Henrault. Oui, c'est ça. Alors, c'est quoi crier, parler, chanter, les mystères de la voix? C'est le mystère et le pouvoir de la voix. Les mystères de la voix, ça c'est intéressant. Dans la voix, c'est comment notre voix fonctionne, pourquoi on ne reconnaît pas notre voix quand on l'entend enregistrer, pourquoi généralement on ne l'aime pas, pourquoi on chante faux et pourquoi on pourrait chanter juste, que je pense que tout le monde peut chanter juste. Ah oui? Donc c'est une exploration, un voyage pour mieux écouter sa voix, mieux écouter la voix des autres, et essayer à la fois de comprendre comment ça fonctionne, comment on peut travailler dessus. Il y a quelques exercices disséminés par-ci et par-là, mais aussi un cahier d'exercices à la fin du livre. Mais c'est avant tout un essai pour vraiment se questionner, entendre sa voix. Je pense qu'on n'a pas une voix, on a plusieurs voix. On a la voix qu'on prend quand on parle à un petit enfant, on va prendre une petite voix un petit peu plus aiguë. La voix quand on veut parler à l'extérieur, quand on veut parler peut-être en public, ou quand on est ému. Bref, plein de voix différentes et pourtant qui sont notre voix. On peut jouer avec sa voix? On peut jouer bien sûr avec sa voix et on peut apprendre à en jouer. Et on peut aussi moduler un peu sa voix, c'est-à-dire changer certaines choses. Évidemment, on a des contraintes physiologiques, mais avec de la technique, on peut changer certaines choses. Pour faire peur aux enfants, on peut prendre une très grosse voix. Très grosse voix, mais moi ce qui m'intéresse, c'est pas tant de prendre une grosse voix, c'est-à-dire qu'il faut prendre une voix qui ne serait pas la sienne, que d'apprivoiser celle qui nous ressemble. Et pour se dire, ah bah oui, quand je m'entends, tiens, ça c'est bien ma voix, c'est bien moi et elle me plaît. Et étudier des voix, différentes voix ou... Alors, quelles sont vos recherches? En fait, d'abord, c'est mon expérience, parce que pendant 20 ans, j'étais chanteuse lyrique, donc j'ai fait du chant d'opéra, du chant dans les églises. Donc c'est un travail sur la respiration, sur la voix. Et puis, maintenant, je travaille en entreprise pour faire parler les gens. Donc un travail sur la voix parlée et aussi sur le contenu, ce que vous racontez les gens, de philo avant. Donc ce qui m'intéresse, c'est comment on trouve les bons mots et la bonne voix pour le dire. On peut poser sa voix, on doit la poser pour Alors, parler. l'expression poser sa voix est un peu particulière parce que la voix, justement, et ça fait partie du questionnement dans le livre, la voix c'est pas une chose, donc on ne peut pas la poser quelque part. C'est une expression un peu bizarre. Par contre, on peut maîtriser le geste vocal, c'est-à-dire le souffle, on peut travailler sur les résonances, sur l'articulation pour mieux maîtriser sa voix. La respiration est importante? La respiration est fondamentale. La respiration, c'est comme l'archet du violoncelliste. Maintenant, l'archet du violoncelliste, c'est le souffle qui va faire fonctionner les cordes vocales, va donner naissance à la voix. Et selon la pression d'air qu'on met, la manière qu'on a de gérer son air, on va parler plus fort, moins fort, on va se fatiguer la voix ou pas se fatiguer la voix. Il y a beaucoup de gens qui parlent toute la journée et qui se fatiguent terriblement la voix. Parfois de manière inconsciente? De manière inconsciente, c'est-à-dire ? On se fatigue la voix sans y penser? Ah ben généralement oui, en fait on pense que ça devrait fonctionner et que ça fonctionne naturellement, alors qu'il y a des gens qui ont un bon geste vocal et qui ne vont pas se fatiguer, et d'autres qui ont un mauvais geste vocal et qui eux vont se fatiguer. Et ben ça peut s'apprendre. Ça peut s'apprendre comment parler pour ne pas avoir la voix qui se fatigue. Les cordes vocales, ça se préserve, Les cordes vocales, oui, alors ça se préserve. C'est à la fois assez solide et très fragile, parce que si on a un trop mauvais geste vocal, c'est un petit peu comme un mauvais geste au tennis, on va avoir un tennis elbow, et ben on peut finir par avoir des nodules sur les cordes vocales ou un mauvais fonctionnement, et donc elles vont effectivement s'abîmer. Mais si on fait le bon geste, la bonne respiration, si on ne crispe pas plein de muscles inutiles, on va effectivement les préserver. Et il y a beaucoup de personnes, vous le disiez au début de l'interview, il y a beaucoup de personnes qui se disent « moi je chante faux, je ne chanterai jamais bien ». Puis on voit dans les chorales où parfois les gens sont obligés de chanter, parfois ils font semblant de chanter, parce qu'ils ont honte de leur voix. Et ils disent « de toute façon, moi je chante faux et je ne chanterai jamais juste ouais. Donc j'imite le chant mais je ne chante pas ». Quel message vous donneriez à ces personnes? C'est qu'à tout âge, on peut apprendre à chanter juste, à moins d'avoir une pathologie répertoriée. Tout le monde peut apprendre à chanter juste, et j'en donne des exemples dans mon livre, puisque j'étais prof de chant pendant un moment. J'ai même un monsieur à la retraite qui est venu, et au bout d'un an, il a rejoint une chorale et il chantait alors qu'il était persuadé de jamais pouvoir chanter de sa vie. Donc c'est soit une question de technique vocale, soit une question d'oreille, soit de mémoire musicale. Il y a différents, et je décris les différents problèmes, mais tous ont un remède. Cette semaine, j'ai rencontré à l'UNESCO Barbara Hendricks. Ouais. Enfin, je ne l'ai pas rencontrée personnellement, il y avait une foule autour. Mais pour atteindre ce niveau-là, c'est des voix uniques. Alors, c'est comme un sport, la voix. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus doués au départ. Il y a des enfants, on va leur donner une raquette de tennis et tout de suite, ils vont taper dans la balle et la balle va partir à peu près bien. Et puis d'autres,
on a l'impression qu'ils ont une poêle à frire. La voix, c'est pareil. Il y a des gens qui ont le bon geste instinctif, une voix, un corps qui fonctionne bien, une voix qui... la voix est très reliée aux hormones, donc ça peut être aussi une question hormonale, une question de physiologie, mais aussi une question d'instinct et de geste vocal. Donc oui, il y a des gens qui sont plus doués au départ, d'autres qui le sont moins, mais en travaillant, tout le monde peut arriver à faire quelque chose. Il y a des personnes qui ont des voix haut perchées, un peu aiguës, oui, qui sont un peu nasillardes et un peu difficiles à écouter. Ça se travaille aussi? Oui, ça se travaille. D'abord, ça se travaille, la voix se travaille à l'oreille, donc déjà c'est une prise de conscience que si je parle aigu, ben, je peux choisir une voix plus grave. Je ne suis pas obligée de rester là-haut, mais souvent les gens ne l'entendent pas, ne s'écoutent pas. Donc déjà, ça commence par une écoute de sa propre voix, et puis après, oui, des exercices pour revenir dans des tessitures plus agréables. Et est-ce que la personnalité de quelqu'un transpire dans sa voix? C'est une grande question. Est-ce que la voix... Donc, si je vous téléphone, est-ce que vous pourriez avoir quelques traits de caractère? Non, ce qui est sûr, c'est que ça nous identifie. C'est-à-dire que si vous me connaissez et que vous entendez, je vous dis allô, vous allez généralement me reconnaître juste avec un allô. Donc la voix, derrière une voix, on met quelqu'un. Après, quand on entend une voix, on imagine le caractère, même le physique, même le passé, même les émotions de la personne. Et souvent, on se trompe. On a tous vécu cette expérience de penser qu'on va avoir un Brad Pitt qui arrive, enfin en tout cas pour moi femme, et puis on se retrouve avec un Woody Allen, mais la voix paraissait absolument fabuleuse au téléphone. Donc on ne peut pas assimiler à une voix un physique. Ça, les études montrent que c'est faux. Oui, on voit d'ailleurs les animateurs radio, parfois on est surpris en les voyant. Oui, et parfois on regrette même d'avoir vu l'image. Oui, mais enfin, bon, faut pas dire ça. Je pense que la beauté est partout, je pense. Ouais. Oui, bien sûr, mais je veux dire, c'est que la beauté d'une voix ne correspond pas forcément à un physique. Et le corollaire du physique, oui. En voyant le physique, on peut être déçu alors que la voix nous a charmés. Par contre, c'est pas tellement au niveau physique que je dirais ça, mais au niveau du caractère, la voix quand même est plus associée. La voix est plus associée, oui, parce qu'on va ressentir, d'abord il y a le choix du vocabulaire, la voix va jamais sans les mots, donc on entend le niveau de culture, le niveau de la personne, il y a toutes les émotions qui se transmettent par la voix, toutes les intonations, et donc oui, on va inférer quelque chose de la personnalité de la personne, bien sûr. Par exemple, si je comparais l'abbé Pierre à un dictateur, c'est deux voix différentes, c'est deux façons de discourir différentes. L'abbé Pierre, qui parle avec émotion. Oui. Et si on entend un dictateur, c'est pas tout à fait pareil. Les enregistrements d'Hitler, très martelés, bien sûr, il y a le caractère qui va transparaître dans la voix. Est-ce que c'est dans la voix ou dans la manière de parler? Après, c'est un questionnement dans mon livre, c'est quoi la voix? Ne parlerait peut-être pas dans une conversation privée avec ce ton-là. Oui. Et puis, en fonction du texte qu'il véhicule, la voix va être différente. Le rythme va être différent, l'intonation va être différente. Donc, est-ce que c'est relié au caractère de la personne ou au type de discours qu'ils font? Donc, c'est un vaste sujet. Et on voit le travail de la voix en musique, par exemple avec le slam, avec d'autres techniques où la voix, les mots, c'est très important. Et il y a aussi des chanteurs qui parlent le rap, où ils parlent plus qu'ils ne chantent. Enfin, voilà, oui, c'est une vraie question. Quelle est la différence entre la voix parlée et la voix chantée? À quel moment la voix parlée devient une voix chantée? Pour moi, il y a vraiment un continuum peut-être de maintenir une note, d'avoir une note plus précise, d'avoir un rythme qui devient aussi plus marqué et plus net, c'est qu'on peut pouvoir retranscrire sur une partition. Mais il y a... Livre, par exemple, qu'est-ce que vous diriez pour conseiller ce livre? Alors, si vous faites votre promotion. Je pense que c'est un livre complet qui est différent des autres parce qu'il y a à la fois un questionnement sur c'est quoi une voix, comment ça fonctionne, mais aussi pourquoi on ne la reconnaît pas. Effectivement, toutes les questions que vous m'avez posées, il y a les réponses là-dedans, chanter juste, reconnaître quelqu'un à sa voix, et aussi une réflexion sur c'est quoi une voix dans la littérature, dans un roman. Il y a des exercices pratiques, mais un questionnement. Comment on décrit une voix? Parce que tous les qualificatifs métaphoriques pour décrire une voix. Donc je pense que ce qui fait la richesse de ce livre, c'est sa variété. Et que chacun peut retrouver des réponses à des questionnements. Mais c'est très intéressant. Une meilleure façon de communiquer, de façon rapide. Ça reste notre outil de communication principal, c'est sûr. Ouais. Bien qu'avec les réseaux sociaux, on communique aussi par l'écrit, mais la voix reste encore très importante. Il y a encore beaucoup d'enregistrements par les réseaux sociaux aussi. On envoie des petits messages vocaux, les vidéos. Donc la voix reste fondamentale. Et puis je pense que de toute façon, en face à face, pour moi, notre voix est toujours travaillée, inconsciemment, mais toujours travaillée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose de naturel.
On a, et j'en parle aussi dans le livre, on a grandi par exemple à Marseille, on va peut-être avoir l'accent marseillais, ça n'a rien de naturel, donc la voix va être plus chantante parce qu'on a entendu cet accent-là petit. Et donc on va prendre une voix qui inconsciemment nous correspond aussi. Donc toute voix est travaillée inconsciemment. Donc on peut la travailler un peu plus consciemment. La question, il n'y a pas de bonne voix, c'est est-ce qu'elle vous correspond, est-ce que vous l'aimez et est-ce qu'elle vous est utile dans votre vie. Et donc moi j'ai pas la réponse. Parlons de la rhétorique. La rhétorique, oui. La rhétorique, oui, c'était l'art de prendre la parole, l'art du discours. Mais dans le discours, dans la rhétorique, il y avait trois piliers. Il y avait le discours lui-même, ce qu'on appelait le logos, mais aussi l'éthos, c'est-à-dire l'orateur, et puis aussi le pathos, c'est-à-dire l'émotion qu'on voulait déclencher chez le public. Mais si on lit Cicéron, il y a énormément de conseils sur la voix. En public, on peut encore parler de rhétorique, mais la rhétorique a un peu mauvaise presse, parce que c'était comme si on voulait emballer les gens. Mais oui, moi souvent j'ai des gens qui viennent me voir et qui disent moi je voudrais travailler ma voix, ou je sais pas quoi faire de mes mains en public, et en fait je m'aperçois très vite que ce qui ne va pas c'est le fond, parce que si les idées ne sont pas claires, si le message n'est pas clair, si la structure du discours pour l'oral n'est pas claire, la voix ne suivra pas. Et c'est d'abord, et on est assez mal formé en France pour ça, savoir comment construire un discours impactant à l'oral. C'est-à-dire par quoi je commence. Et souvent on a des gens qui commencent par bonjour, alors je suis là pour faire un petit point sûr, ce qui ne donne pas forcément envie d'écouter. Donc oui, je travaille sur la construction du discours, comment le rendre concret, donner des exemples, des anecdotes, et puis surtout simplifier, parce que l'oral est quand même le lieu où on ne peut pas tout dire, mais il faut dire les choses de manière claire, concise et construite et concrète. C'est qu'on peut donner à tout le monde. Et c'est aussi dans votre livre? Alors non, ça c'est le projet d'un deuxième livre éventuellement. Oui. Mais c'est la conclusion du livre. Une des conclusions du livre, c'est que travailler la voix, c'est bien et c'est nécessaire, mais c'est toujours à double entrée, enfin, ou même à triple entrée, parce que la voix dépend des mots, de ce qu'on veut raconter, dépend évidemment de la technique vocale, mais la troisième entrée, c'est aussi toutes les émotions, puisque la voix est complètement sujette aux émotions. Donc c'est un moyen de travailler, enfin pour mieux parler, il faut travailler à la fois sur le fond, sur les mots, sur les idées, mais aussi sur la voix, et puis sur toute la gestion des émotions. Dans la voix, il y a de l'émotion. Dans la voix, il y a de l'émotion, absolument. Tout passe dans la voix. Et puis surtout, les émotions peuvent faire trembler la voix. Les émotions peuvent faire des extinctions de voix. On peut perdre sa voix sur un choc émotionnel. Donc oui. Dans le regard aussi. Et dans le regard aussi. Et d'ailleurs, je dis dans mon livre, la voix et le regard sont très liés. Parce que, en fait, le fait de parler à quelqu'un, de regarder quelqu'un, fait qu'on va éventuellement mieux moduler sa voix ou parler plus fort, parce qu'on sait que la voix doit voyager jusqu'à quelqu'un. Et parmi les exercices les plus efficaces que je fais avec les gens, c'est un travail sur le regard. C'est-à-dire prendre conscience de ce qu'on fait de son regard permet de moduler la voix. On peut parler avec les yeux? On peut parler avec les yeux, mais enfin, il va peut-être quand même manquer des choses. Hein. Transmettre une émotion, peut-être pas le contenu. Lydia, qu'est-ce que tu penses de ce livre-là, de ce titre, Crier par les choses? C'est un livre qui m'a attirée dès que je l'ai vu en affichage sur la vitrine. Oui. Je suis rentrée chez le libraire, j'ai dit je voudrais le livre, est-ce que vous l'avez? Il m'a dit oui, mais ça sera aussi donc samedi et dimanche. Alors je dis je vais l'acheter samedi et dimanche parce que ce livre m'inspire. Bon, crier, parler, chanter, mystère de la voix, ce qui est important. Et il y a des choses qui sont dedans que j'ai déjà commencé à lire, que je recommande à beaucoup de gens qui veulent faire chanteur, qui veulent faire narrateur ou président de la République, on ne sait jamais, n'est-ce pas? Donc voilà, on en a besoin, il faut prendre ce livre, c'est important. Il y a notre fidèle lectrice qui est passionnée par ce livre, hein, donc je pense que tu peux faire la chouette là, peut-être. Vas-y, vas-y, vas-y. Le corbeau, roi, 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 roi. La voix travaille à tout, il suffit de faire travailler le sol. Donc elle a fait beaucoup travailler sa voix là, je pense. Ah mais c'est extraordinaire, avec beaucoup de travail de la voix. Et puis ce qu'on voit aussi pour le coup, c'est qu'une voix c'est très solide et ça a des possibilités infinies. Parce que je suis sûre que vous pouvez parler très longtemps ou faire ça très longtemps sans vous fatiguer. On peut dire qu'elle joue avec sa voix. Ah ça, pour jouer avec sa voix, avec sa voix. Et moi je ne sais absolument pas faire ça. Est-ce que tu pourrais nous faire la sorcière? Bien sûr, monseigneur, il n'y a pas de problème. Je peux faire une potion magique sans mon chaudron, il y a toutes les possibilités.
Ah bon, je peux pas être embêtée. J'ai oublié mes souliers. Bon, alors, quand même. C'est absolument génial. Et ce qu'on voit, c'est que combien les expressions du visage et les mains et la posture du corps va finalement aller avec la voix et avec le personnage. Et là, c'est un rôle d'acteur, on pourrait dire. Pas besoin d'être costumé pour faire quelque chose. Il suffit de prendre le truc, le mouvement directement. On y va et... C'est parti, là. Une belle voix. Ouais, une voix extraordinaire avec plein de possibilités. Mais ce qui est incroyable, c'est toutes les possibilités de la voix. C'est-à-dire, il y a le cri, il y a le rire, il y a le chant, il y a la parole. Et là, on a vraiment un panel de tout ça. Ouais. Et tu peux nous faire la poule? La poule, Il y a des aigus absolument extraordinaires. Et ça passe. Elle pourrait travailler sa voix au niveau du chant? Bon, je pense qu'elle a déjà fait. Vous l'avez déjà fait. Oui. Travailler la voix au niveau du chant, bien sûr. J'ai un livre où elle très travaillé. Avec le bouquin, j'en découvre encore plus, davantage. C'est ça, surtout. Ce qui est quand même fabuleux, le terme est peut-être mal choisi, mais fabuleux, c'est le fait que toi qui as une voix tellement avec de multiples possibilités, tu sois vraiment emballé par le livre, votre livre. Oui. C'est fantastique, je trouve. Parce que dans ce livre, j'ai trouvé qu'il y a des messages intéressants, complémentaires à ce que l'on a déjà fait en travail. Le théâtre, l'atelier théâtre nous apprend des choses, mais sans un livre, on ne sait pas. Il y a des choses qu'on va être à côté de l'erreur. Tandis que là, son livre m'a passionné tout de suite. Il m'a fait tilt. Il aurait pu être en rouge, en bleu ou n'importe. Bon, là, il est en bleu, sans plus. Mais c'est le message qui m'a parlé. Et j'ai dit, bon, ben, malgré mon âge, Mes 62 balais. eh ben, je vais travailler encore davantage grâce à son livre. Et là, on va faire fureur. Par contre, il faudra vous me laisser votre carte, si vous en avez une. Je vais vous mettre mes coordonnées derrière. Ouais. Un grand merci pour tous vos conseils et bien sûr je conseille l'achat de ce livre pour progresser et avoir une voix meilleure. Ouais. Oui, et surtout mieux connaître la voix, mieux écouter sa voix, mieux écouter celle des autres et savoir qu'on peut travailler sa voix. Merci beaucoup. Merci to the sunny side of the street. Get you here, a bit of that, and that happy tune is your step. Oh yes, life can pick up bleeds on the sunny side of the street. I used to walk